Bonjour, bienvenue à l'African Cities Lab. Nous inaugurons ce soir cette première série de podcasts avec un invité de renom, Issa Diabaté, architecte, qui est allé à la Biennale récemment, donc une actualité dont on va parler aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de nous rejoindre pour cette première édition. Donc on essuie les plâtres ensemble, mais il ne devrait pas y avoir de problème en général. Donc peut-être que je vous laisse quand même vous présenter avant tout, et après je reviens avec une série de questions. Mais merci Jérôme. Donc je suis Issa Diabaté, je suis architecte, je travaille sur le territoire abidjanais depuis bientôt une trentaine d'années. Ce qui, mon associé et moi, nous a poussé vers des réflexions concernant la ville et l'environnement urbain, notamment les spécificités que cet environnement comporte dans la plupart des villes africaines et notamment Abidjan. Alors vous étiez à la Biennale à Venise avec un projet de ville nouvelle. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Alors oui, effectivement, on est allé à la Biennale avec ce qui est pour nous plutôt une réflexion sur la façon de composer les espaces urbains avec les critères qu'on a aujourd'hui, notamment par rapport à la durabilité, par rapport à un certain nombre de critères de fonctionnement des villes, mais aussi par rapport à ce qui fait la spécificité des villes africaines, c'est-à-dire leur culture. Comment est-ce qu'on organise un environnement urbain dans un espace africain quand on se rend compte que pas mal de villes africaines ont quelque part les mêmes stigmates, les mêmes problématiques, les mêmes environnements parfois qui peuvent sembler chaotiques, et essayer de réfléchir un petit peu d'où venait l'origine de tout ça. Ce qui nous a, au fil de nos réflexions, poussé pas mal vers la gouvernance. Tout simplement, quand on fait la comparaison entre la ville établie, donc la ville classique, urbaine, et le village, on se rend compte que quand on reste en environnement rural, les choses restent plutôt contrôlées. La plupart des villages ont une forme de salubrité, une forme d'ordre, une forme d'équilibre qu'on ne retrouve pas en ville. Et en fait, le fond de la question, c'est pourquoi est-ce que ces choses-là changent dès qu'on arrive en ville? Et pour nous, c'est essentiellement la gouvernance. Au-delà des moyens, au-delà de la technique, c'est surtout de la gouvernance. Et on a pour preuve, par exemple, certains environnements qui sont à l'intérieur de l'espace urbain, mais qui ont réussi à conserver une espèce de gouvernance qui permet d'avoir quand même un environnement urbain relativement maîtrisé. Mais alors si je vous comprends bien, quand on parle de gouvernance, c'est quoi? C'est le chef du village qui est de retour, ou c'est une structuration sociale autour d'un chef que finalement la ville aurait un petit peu dissipé? Oui, c'est exactement ça. En fait, quand on se retrouve dans un environnement rural, l'autorité du chef, en général, marche. Donc à partir du moment où il y a un chef, où il y a une forme de proximité aussi, je pense qu'il y a une question d'échelle aussi dans tout ça. Quand un chef fait le tour de son village, il sait identifier tous les habitants, et tous les habitants ont un rapport direct avec le chef. Une fois qu'on arrive en ville, c'est un rapport qui n'existe plus, donc c'est un rapport qui devient immatériel, et du coup, en fait, l'autorité se dissout, au point où effectivement, on a du mal à obtenir du citoyen une forme de comportement raisonné. Mais est-ce qu'en termes, je dirais, urbains, est-ce que ça ne s'appelle pas de la décentralisation? Absolument. Okay. Ça s'appelle même de la recentralisation, j'allais dire, où effectivement, quand on regarde la plupart de nos villes qui grandissent comme des champignons, il serait peut-être indiqué de ramener une source d'autorité au centre des agglomérations, au centre des quartiers, au centre des unités de vie, de sorte à quelque part avoir une meilleure maîtrise du comportement citoyen. Alors si je vais un petit peu plus loin, ça laisse à supposer que les maux des villes aujourd'hui sont directement liés à la forme de pouvoir et à cette centralisation à outrance des pouvoirs. C'est ça qu'il y a derrière votre manifeste? Oui, absolument. Et c'est surtout des pouvoirs qui ont été concentrés, mais qui n'ont pas su évoluer avec les problématiques actuelles.
Quand on avait un pouvoir concentré en 1960 pour créer la ville d'Abidjan, c'était très bien parce que ça nous a donné l'héritage qu'on a aujourd'hui avec une ville qui est quand même très bien structurée. Mais au fil du temps, il était important en fait de remettre cette pratique à jour et de regarder si cette centralisation était toujours d'actualité quand on est en pleine explosion démographique. Quand on passe d'1 million à 6 millions d'habitants, je pense que la gouvernance qu'on utilise doit quelque part évoluer et être quelque part plus à même de résoudre les problématiques actuelles. Mais alors, si je reviens sur la biennale et sur le projet, donc c'est plus qu'une proposition, je dirais, toute faite et cadrée, c'est plutôt un manifeste que vous avez là derrière. Absolument, c'est un manifeste, même si nous on ne dissocie pas les deux. Okay. On estime que ça commence toujours par un manifeste, une vision qui reste relativement théorique, mais qui n'a aucune valeur si elle ne rentre pas en phase matérielle. Donc si elle ne se matérialise pas par quelque chose de concret, ça reste une réflexion. Et c'est toujours un petit peu la difficulté qu'on a quand on va prêcher la bonne parole auprès des pouvoirs publics. C'est qu'en réalité, quand on n'a rien expérimenté auparavant, c'est difficile de convaincre effectivement qu'il faille mettre autant de moyens dans une direction ou dans une autre. Donc ça veut dire que le projet tel que vous l'avez présenté à Venise, on peut le construire dès demain? Absolument, oui. Et est-ce qu'on va le faire? Non, je pense que c'est aussi quelque chose qui a besoin de temps, qui a besoin d'être mûri. C'est vrai que pour l'instant, nous avons posé les grandes lignes. Donc l'ADN du projet avec cette notion d'échelle, qu'on doit rester à l'intérieur d'une certaine échelle pour avoir un développement raisonné, que cette échelle est liée à la gouvernance, donc la proximité des pouvoirs et du citoyen, et que justement au travers de quelque chose qui est plutôt maîtrisé, on peut introduire des choses comme des énergies alternatives, des moyens de déplacement qui ne requièrent aucun objet motorisé, retrouver en fait la joie de se déplacer à pied et aussi tout à fait prendre en compte les problématiques du moment comme on l'a vu avec le Covid, le travail chez soi qui prend de plus en plus de part dans l'univers professionnel et quelque part c'est un prétexte pour aborder et trouver des pistes de résolution à toutes ces questions-là. Mais ça veut dire, alors, on a beaucoup de villes nouvelles, hein, à peu près dans chaque pays, il y en a au moins une. Oui. Je pense qu'il y en a des centaines sur le continent. Entre la Smart City, la Green City et les mots un petit peu à la mode aujourd'hui, où est-ce que vous vous situez par rapport à ça? J'avoue que j'aurais tendance à m'éloigner un petit peu de tous ces mots qui, pour moi, effectivement, sont des mots qui marquent une époque, mais on le voit déjà en tendance à s'atténuer avec le temps. Et je repartirai plutôt sur comment est-ce qu'on fait la ville et comment est-ce qu'on doit faire la ville, à partir de quoi est-ce qu'on la fait. Est-ce qu'une ville doit être nouvelle? Je ne suis pas sûr qu'une ville arrive à naître ex nihilo. En revanche, je pense qu'une ville peut partir d'un environnement déjà constitué avec sa propre gouvernance, qui déjà expérimenté le vivre ensemble et à partir de là peut-être croître vers quelque chose de plus actuel ou de plus en lien avec nos besoins du moment. Donc ça veut dire qu'on se greffe sur un noyau existant? Absolument. Je pense que c'est très important de se greffer sur un noyau existant. Je donne un exemple. Par exemple, quand on parle de gouvernance, si on regarde la gouvernance classique telle qu'elle se fait aujourd'hui, un maire n'a aucun lien avec ses citoyens. En revanche, si on part d'une agglomération quelque part rurale, avec en son sein une forme de gouvernance communautaire, on arrive effectivement à faire grandir cette gouvernance à une autre échelle avec les besoins que l'on a aujourd'hui. Comment est-ce qu'on règle un conflit entre citoyens dans une ville est complètement différent de la manière dont on règle un conflit quand on a une gouvernance communautaire avec un chef de village, un roi et différentes instances on va dire de pouvoir. Mais alors, est-ce que... Bon, j'imagine assez bien finalement des noyaux ça et là qui deviendraient, sur lesquels on pourrait construire. Mais comment est-ce que finalement... Parce que
on va se retrouver dans une structure classique ou ancestrale de la société, ce qui moi me va bien, mais est-ce qu'on va trouver finalement le répondant pour traiter et tester ces dispositifs dont vous parliez tout à l'heure, si on parle d'énergie renouvelable, de choses comme ça? Est-ce que, quelque part, en reprenant des structures du passé, est-ce que ces structures-là seront ou seraient à même d'intégrer finalement les grands défis aujourd'hui? Alors, je pense que dans tous les cas, on est obligé d'essayer. Aujourd'hui, ce qu'on a ne nous apporte pas satisfaction complète, et je pense qu'il faut essayer des choses qui ont marché par le passé, tout en prenant en compte en fait les défis d'aujourd'hui. Donc, l'idée n'est pas de revenir forcément à une gouvernance villageoise, mais c'est de s'appuyer en fait sur cette gouvernance et voir ce qu'il fonctionne dans ces gouvernances pour pouvoir les appliquer à nos environnements d'aujourd'hui, sachant que même si l'époque coloniale est passée par là, les cultures ont quand même la peau dure, et la façon dont on se comporte dans les villes africaines est quand même fondamentalement liée aux cultures que nous portons en fait. Mais alors, bon, je comprends bien cette volonté, mais on fait quoi avec l'existant? On fait quoi avec Abidjan aujourd'hui? Parce qu'on l'expérimente au quotidien. Je suis allé au PK17, il a fallu 1h30 parce qu'il y a des travaux, mais même quand il n'y a pas de travaux, il y a des embouteillages. Donc, est-ce qu'on arrive encore à travailler aujourd'hui à l'échelle d'Abidjan? Oui, je pense que, alors autant la proposition est théorique et s'applique sur un territoire existant, et je pense qu'elle va se matérialiser. Je pense que le même esprit peut se matérialiser en ville à partir du moment, et ça se voit déjà. Par exemple, si vous prenez certains quartiers d'Abidjan, comme Angré, qui est une extension de Cocody, on voit de plus en plus qu'il y a une forme de recentralisation où les gens, quelque part confrontés aux embouteillages, confrontés aux défis de mobilité, commencent à imaginer leur ville différemment. On retrouve dans ces endroits-là, alors qu'ils étaient traditionnellement exclusivement résidentiels, on commence à trouver du bureau, on commence à retrouver des espaces de loisirs. Et je pense qu'on pourrait, même si la ville aujourd'hui est une espèce de mégalopole, on pourrait retrouver en fait des centres à l'intérieur de la ville, qu'elle soit peut-être une juxtaposition de plusieurs centres. Donc ça veut dire que votre proposition est une proposition globale, on n'oppose pas finalement ville existante à ville nouvelle, oui. Mais si je comprends bien, ça permet aussi de réfléchir à nouveau à la ville existante et de repartir de la gouvernance. Absolument. D'accord. Absolument. Sur le cas de la Biennale, bon, vous présentez ça, est-ce que pour vous, alors on a vu que l'architecture africaine était à l'honneur, avec quelques stars dont vous faites partie, qui ont présenté leurs travaux. Est-ce que vous trouvez votre place dans ces choses globalisées, ou est-ce que finalement, est-ce que c'est une bonne manière de se présenter et de disséminer ses idées, ou finalement c'est un jeu entre architectes et puis la réalité est ailleurs? C'est les deux. Il y a toujours effectivement un élément qui a trait au jeu entre architectes, c'est le fait que chacun en fait vient avec sa proposition, ne serait-ce que pour expliquer en réalité pourquoi il est là et pourquoi il est légitime dans cet endroit-là. Donc il y a effectivement ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'affranchir de la globalité, on ne peut plus s'affranchir de la mondialité, vu l'interconnectivité qui existe entre nous sur la planète aujourd'hui. Et il est important aussi nourrir cette interconnectivité avec des réflexions qui nous sont propres. Donc c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement cet événement est planétaire et global, mais nos propositions doivent rester fortement locales et fortement ancrées dans les territoires où nous pratiquons notre métier. Et au quotidien, est-ce que depuis la Biennale, ça a amené des choses, ça donne une autre visibilité, ça donne une autre image, soit de votre métier, soit de vous-même? Alors, l'avantage de la Biennale, c'est la presse, effectivement. Et donc, ça fait que de plus en plus de gens s'intéressent à cette façon de voir les villes. Donc, forcément, ça vient avec
des challenges aussi, ce qui est très bien parce que ça nous permet aussi d'ouvrir la réflexion à d'autres univers et de pouvoir justifier en fait notre parti pris par rapport à ce que nous faisons, tout en restant effectivement alerte, parce que effectivement il y a un œil extérieur qui regarde aussi et qui nous permet justement d'être confrontés à la critique, à l'amélioration du coup. Mais est-ce que le continent le continent va hors les murs dans les grandes conférences ou les biennales? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi une biennale continentale, ou disons, en tout cas, que ce soit à Abidjan ou ailleurs, oui, mais où on fait venir aussi les gens pour ceci, parce qu'on a quand même toujours l'impression que dans ce type de grands événements, il y a chaque année, c'est un invité oui, surprise, donc bon, c'est à votre tour, c'est à celui-ci, c'est à celui-là. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi réfléchir à comment est-ce qu'on invite les autres chez soi? Absolument, je suis tout à fait d'accord. Je pense que les événements comme la Biennale ne sont qu'un événement sur l'ensemble du parcours. Je me souviens qu'en 2013, avoir rencontré Leslie Loco à Munich, et l'une des grandes conversations qu'on a eues avec elle et d'autres, c'est qu'il fallait qu'on vienne à Munich pour pouvoir se parler entre nous. Oui. Entre 2013 et 2023, les choses ont quand même pas mal évolué. On se parle beaucoup plus sur le continent qu'avant. Et parfois, c'est des discussions qui échappent un petit peu au radar. Pendant plusieurs années, il m'est arrivé de faire des conférences dans plusieurs pays en Afrique, probablement plus en Afrique qu'ailleurs, au Rwanda, en Afrique du Sud, récemment au Ghana. Et ce qu'on remarque, en fait, c'est qu'il y a de plus en plus une conversation entre architectes africains sur des problématiques qui reviennent et des problématiques qui sont étonnamment assez similaires. Donc des problématiques de logement, des problématiques d'habitat, des problématiques de ville, d'urbanisme. En gros, en fait, les choses qu'on retrouve dans la plupart des capitales africaines. Mais est-ce que l'architecte finalement africain, mais on pourrait poser la question en Suisse ou aux États-Unis, est-ce qu'il a un poids suffisant pour peser sur les modifications urbaines ou le changement, ou est-ce que finalement ça reste quelque chose finalement un petit peu en marge, où on a quelques grands architectes avec des bâtiments, mais le 99% de la ville se fait sans. Donc est-ce que le positionnement aujourd'hui de l'architecte, il est suffisamment politique? Alors, moi je suis de ceux qui pensent que l'architecte doit effectivement s'inviter sur le terrain politique et doit pouvoir effectivement s'exprimer sur ces questions-là. Chacun à sa façon. Il y en a qui écriront, il y en a qui parleront, il y en a qui donneront des conférences, il y en a qui enseigneront. Nous, ce que nous avons trouvé, c'est devenir développeurs. Donc, trouver le moyen en fait de passer de la théorie à la pratique, mais de façon concrète. Et en fait, être à même de faire des études de cas au travers des projets que nous développons. Donc ça, je pense que c'est intéressant aussi de pouvoir garder cette multiplicité on va dire, de façon de travailler. C'est bien aussi pour quelqu'un qui développe de pouvoir se nourrir des travaux que quelqu'un a pu produire précédemment. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il commence à y avoir une forme d'écosystème où en fait ces questions s'agrègent et sont traitées de différentes manières, donc parfois de façon plus théorique, plus artistique, on a pu le voir à la Biennale, mais aussi de façon plus concrète avec des projets comme le projet de la ville nouvelle des Bras. Moi, je suis de ceux qui pensent comme vous. C'est que c'est un risque qu'on voit, mais également en Europe, aux États-Unis, c'est que c'est le discours sûr et plus la chose elle-même. Donc, on ne fait plus de l'architecture, mais du discours sur l'architecture. Oui. Alors, entre architectes, c'est très bien parce qu'on aime bien ça. Mais c'est vrai que ce que moi je trouve vraiment passionnant dans votre travail, c'est justement qu'au quotidien, vous avez des clients, vous faites des choses, on voit des bâtiments qui se créent et vous pouvez tester et savoir si finalement
nouveaux habitats, est-ce que les gens sont contents ou pas? Comment est-ce qu'on a fait? Et vous avez un retour. Oui. Le risque qu'on a aujourd'hui, quand même, pour moi, c'est un décrochement à un moment donné où, finalement, sur le discours lui-même, on s'en sort toujours. Et si on est un peu éloquent, forcément, on retombe après 3 saltos et 2 sauts périlleux, on retombe sur ses pieds. Donc c'est pour ça que moi, j'apprécie énormément votre travail et la proposition que vous avez faite à la Biennale, parce qu'elle s'ancre et puis elle est concrète. On pourrait dire, bon, alors c'est toujours des questions de financement, mais que dès demain, on pourrait commencer à la construire. Mais est-ce que, de nouveau, je reviens un petit peu là-dessus, on a quelques, justement, il y a une quinzaine, peut-être vingtaine d'architectes à la Biennale. Il y a 54 pays en Afrique, il y a des milliers de... Et il y a un besoin énorme. Est-ce qu'on est juste par rapport à toute la filière de l'architecture? Est-ce qu'on forme suffisamment les gens? Ou est-ce qu'on a un gros déficit aujourd'hui à ce niveau-là? Alors pour moi, on a un très très gros déficit, c'est un très gros retard, parce que je pense qu'on serait plus nombreux à penser la ville africaine qu'elle serait déjà différente. Malheureusement, c'est un métier qui, jusqu'à il y a peu, faisait très peu envie, parce qu'on n'en imaginait pas l'enjeu, on n'imaginait pas du tout en fait ce qu'une réflexion architecturale pourrait apporter à la ville. Aujourd'hui, on y est confronté de façon plutôt brutale quand on regarde les embouteillages, on regarde certains développements urbains, on regarde la façon dont la ville se fait. On sait qu'il faut agir. Mais effectivement, sans passer par la formation et sans passer par des équipements académiques forts, je pense qu'on aura du mal effectivement à renverser la tendance. Je pense quand même que depuis quelque temps, il y a une forme de prise de conscience sur la nécessité de réfléchir sur ces questions-là, et pas d'y réfléchir tous azimuts, mais de véritablement axer la réflexion sur ce qui se passe dans la plupart des villes africaines, avec leur ADN, avec leurs particularités. Je ne sais pas si on va arriver à trouver une réponse ou s'il en existe une, s'il n'en existe pas plusieurs. Mais oui, je pense qu'au moins le sujet aujourd'hui est au cœur des interrogations. Alors est-ce que les écoles d'architecture sur le continent, ou même ailleurs, est-ce qu'elles sont à même aujourd'hui? Alors, on voit qu'on ne forme pas assez en nombre, mais est-ce qu'elles sont à même de répondre aux grands défis dont on parlait tout à l'heure, les questions d'énergie, les questions de marchabilité des villes, ce genre de choses, ou est-ce que finalement il y a un rêve d'une modernité inachevée, comme j'aime mal le dire, et qu'on est encore dans ce train-là, et que peut-être on est déjà en retard par rapport aux enjeux qu'on devrait pouvoir adresser dans les villes? Alors certainement qu'on pourrait faire plus. Je pense qu'il y a effectivement, surtout il y a besoin de croiser les réflexions entre architectes et avec d'autres disciplines. Je pense que ça c'est quelque chose sur quoi on pourrait faire plus. Je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'au moins le discours est installé dans les écoles. Peut-être pas dans toutes, mais dans certaines écoles, notamment en Afrique du Sud, je sais qu'il y a déjà des réflexions qui se mènent sur ces sujets-là. Alors, peut-être avec des résultats insuffisants à mon sens pour l'instant, ou un lien un peu peut-être distendu entre la théorie et la pratique, ou alors effectivement cette idée un petit peu romantique de l'intervention de l'architecte dans des espaces difficiles qui parfois effectivement s'arrêtent un petit peu à la porte du sujet. Mais au moins je pense que déjà avec quelques expérimentations, on peut déjà orienter la réflexion dans un sens ou dans un autre. Et puis, est-ce que, alors on sait, on a abordé juste la question logement, vous avez lancé le mot, ou habitat, on ne va pas discuter des définitions, mais est-ce qu'aujourd'hui on est à même de répondre finalement à cette demande, qui n'est pas une demande d'une élite, mais qui est une demande de gens aussi qui ont très très peu de moyens? Est-ce que l'architecte a les armes, ou disons les outils, appelons ça les armes, parce que je crois qu'il y a un vrai combat à faire. Donc, oui. Est-ce qu'on a les armes aujourd'hui pour... On voit dans chacun des pays, il y a X milliers de logements, mais on se confronte à une réalité économique.
Je sais que vous avez travaillé là-dessus au Bénin notamment. Quelles sont les pistes aujourd'hui pour donner un toit à finalement cette écrasante majorité de la population qui n'a pas de moyens? Oui. En réalité, on ne peut pas y arriver seul. Sans engagement de l'État, c'est très très difficile de faire du logement économique. Et d'ailleurs, les exemples de logements économiques qui ont marché dans les pays africains sont des exemples où l'État avait une très très forte implication. Je prends par exemple la Côte d'Ivoire entre les années 60 et 80, qui a produit énormément de logements économiques. Et malheureusement, depuis les engagements d'un certain nombre de pays africains de la production de logements par l'État, c'est une production qui s'est retrouvée dans le privé, avec l'ADN du privé, maximiser le profit et pas nécessairement mettre le focus sur la réglementation et sur la composition urbaine. Et donc je pense qu'on est obligé aujourd'hui pour pouvoir produire du logement à grande échelle, non seulement de revenir vers l'État, mais ça ne va pas être suffisant. Et il faut aussi imaginer comment est-ce qu'on fait le logement de demain. Est-ce qu'on continue de produire du logement de la façon qu'on le produit aujourd'hui, avec une chaîne classique dans le milieu de la construction, avec du béton, etc. Ou est-ce qu'on est suffisamment courageux pour aller vers un peu plus d'expérimentation? Et on l'est ou on ne l'est pas? On n'est pas encore. On n'y est pas encore, mais je pense qu'il y a... ce qui est intéressant dans le moment aujourd'hui, c'est la possibilité d'expérimenter les choses, parce que toutes les choses plutôt classiques ont du mal à fonctionner, en tout cas à la hauteur des attentes. Donc, pourquoi, par exemple, ne pas tester une forme d'autoproduction de son logement? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que tout le monde attend nécessairement d'avoir un logement que l'État lui propose? Quand on va à l'intérieur des quartiers précaires, on voit effectivement que les quartiers sont structurés différemment de l'urbanisme qu'on pratique. Ou par exemple, dans certains quartiers, deviennent attrayants tout simplement parce que la gouvernance ressemble plus à une gouvernance villageoise qu'à une gouvernance urbaine, où on peut confier son enfant à la voisine quand on va travailler. Donc c'est des questions qui pour moi sont au cœur de la réflexion sur le développement urbain de demain. Sinon, on risque de produire du logement qui, là encore, va être à côté de ce que l'on produit. J'ai par exemple un étudiant aujourd'hui qui souhaite que je l'accompagne sur son rapport, dont le sujet c'est l'occupation par des commerces des trottoirs. Donc ça c'est c'est une question qui est effectivement au cœur du développement, de la même façon que le logement, parce que c'est des questions qui vont remettre en cause la façon dont fonctionne la ville. Est-ce qu'une ville qui fonctionne bien, c'est une ville où il n'y a aucun commerce sur les trottoirs, ou c'est une ville où les commerces sur les trottoirs sont intégrés parce que culturellement ou sociologiquement, c'est une activité qui a son sens dans la façon dont fonctionne la ville. Donc ça, pour moi, c'est des questions qui sont essentielles. Il ne s'agit pas juste de créer un marché, une zone résidentielle, un centre de santé, mais comment est-ce qu'on questionne en fait tous ces équipements? Par exemple, récemment avec un ami qui est médecin qui me faisait remarquer qu'il avait fait avec son ONG une intervention à l'intérieur du pays, dans un endroit où il n'y a pas d'hôpital, où il n'y a pas de stade stérilisé pour faire des interventions chirurgicales, mais avec 3 fois rien, ils ont réussi à créer un petit environnement stérilisé et à mener à bien des opérations qu'il avait à mener. Et du coup, pour lui, il est venu vers moi en s'interrogeant sur la nécessité d'avoir des hôpitaux tels qu'on les programme aujourd'hui. Et est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de faire évoluer cette programmation pour avoir une plus grande flexibilité, notamment dans le secteur médical. Et je pense que cet exemple est vrai pour la médecine, mais il est vrai pour la plupart des sujets qui touchent le bâti. Mais alors moi, je suis content de vous entendre parce qu'on est alignés sur cette question-là, mais parfois on traite un peu de romantique parce que justement, il y a cette question de la modernité qui revient à chaque fois. Est-ce que vraiment les gens en veulent? Est-ce que véritablement les élites qui prennent les décisions dans tous les pays veulent de ça? On pourrait parler des matériaux aussi.
on oppose matériaux modernes et traditionnels. Si on prend les critères qu'on aurait aujourd'hui, et notamment sur la question de l'environnement, des changements climatiques et ce genre de choses, c'est très clair qu'on a des matériaux traditionnels, entre guillemets, bien sûr. Oui. C'est avec ça qu'on doit construire. Oui. Il n'y a pas de doute si on fait de manière très scientifique et complètement... si on enlève la question sociale, mais si je remets la question sociale, les gens n'en veulent pas. Les gens veulent du parpaing de ciment dans les quartiers. Comment est-ce qu'on travaille avec ces gens? Alors, j'aime bien dire en fait que ce qui nous permet de composer l'urbanisme, etc., c'est des questions techniques, mais c'est aussi des questions de cet ordre-là, qui sont sociologiques et sur lesquelles on ne peut pas agir de façon technique. Donc, par exemple, dans le village, le planteur qui gagne un petit peu d'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser son habitat traditionnel, construire en dur avec de la tôle. Et ne vous avisez pas à aller lui dire que son habitat d'origine est plus écologique. On est d'accord. Et à une meilleure température et est plus confortable. Oui. En réalité, ce sont des arguments secondaires. Ce qui est important pour lui, c'est son statut social à l'intérieur du village. Donc, travailler essentiellement sur des questions techniques urbaines, en fait, aura du mal à régler ces problématiques qui ne sont pas que techniques. Ce sont des problématiques qui sont fondamentalement sociologiques, qui ont à voir avec, au-delà même de nos cultures, par exemple, la digestion de la colonisation. Aujourd'hui, par exemple, quand on voit une ville comme Abidjan, les orientations qui ont été prises dès les années 60, où on voit par exemple le palais du gouverneur en train d'être détruit et remplacé par le palais de la présidence actuelle sur les mêmes fondations, sur le même gabarit, mais avec une architecture résolument moderne, ça interpelle. Ça interpelle sur des notions de patrimoine, sur des notions de ce que l'on souhaite conserver, sur l'importance de l'individu dans la société, dans son environnement. Et donc, du coup, c'est des questions qui sont beaucoup plus larges, effectivement, que des questions techniques de mobilité, de bâti, de matériaux. Mais j'aime bien aussi faire le parallèle entre le fait que parfois, au-delà des matériaux, les systèmes sont aussi intéressants. Par exemple, on peut tout à fait faire de la ventilation traversante avec du parpaing. Donc, ça permet en tout cas, dans un moyen terme, d'arriver à lier les deux, d'arriver à faire des choses qui sont quelque part intelligentes et raisonnables d'un point de vue de la matérialité et de la consommation d'énergie, mais tout en, petit à petit, tout en ne brusquant pas non plus les populations, à qui on a vendu quelque part une forme de modernité, une forme d'évolution. Et c'était un petit peu paradoxal pour nous-mêmes de retourner les voir en leur disant effectivement, on vous a vendu quelque chose, mais ce que vous faisiez avant était mieux. Donc ça veut dire que la marge de manœuvre est quand même extrêmement ténue. Oui. D'accord. Et donc ça veut dire que dans chaque projet que vous allez faire ou imaginer, on va devoir grignoter cette petite part. Mais est-ce que c'est que les populations, je dirais, les plus modestes ou chez les plus riches, on trouve la même chose, j'imagine? C'est partout. Chez les plus riches, c'est pareil. Nos premières opérations immobilières, d'ailleurs, on s'est attaqué, on a trouvé que c'était nettement plus facile de s'attaquer au haut du pavé parce Bien que sûr. moins de monde et peut-être moins de moyens également pour essayer de démontrer quelque chose. Et effectivement, on a réussi à faire habiter des gens qui avaient l'habitude de vivre sur 1000 mètres carrés dans des parcelles qui font 400 mètres carrés, avec la moitié en superficie bâtie, mais qui en retour gagnaient, on va dire, une forme de communauté, une forme de gestion de leur environnement commun, donc une forme de confort. Et en fait, c'est sur ces leviers-là qu'il a fallu jouer. Alors qu'au début, tous nos amis qui regardaient ce qu'on faisait trouvaient qu'on était plutôt ambitieux de pouvoir amener les gens à réduire en réalité leur empreinte géographique, leur empreinte de bâti. Mais en fait, au change, on leur a donné un mode de vie. Et ça, c'est quelque chose
aujourd'hui se fait et vous avez une clientèle pour ça, ou c'est quand même encore quelque chose d'extrêmement difficile et que vous faites à chaque fois, il faut reprendre son bâton de pèlerin pour aller convaincre, ou est-ce que petit à petit vous sentez une modification? Non, ça a plutôt bien marché. D'ailleurs, après cette opération, on s'est rendu compte dans le quartier, quasiment la totalité de tout ce qui se développait se faisait en collectif. Contrairement à avant où on avait un développement individuel de maisons. Et je pense que l'émulation est importante pour ça. Et ça peut aller beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine. Donc par exemple sur ces opérations, on s'est rendu compte qu'un des éléments clés dans la décision d'acheter un bien, c'était la copropriété. Et j'avais peur du collectif justement à cause de la copropriété. Donc ce sur quoi nous avons travaillé en priorité. Donc c'est assez drôle de dire qu'en fait, avant le premier coup de crayon, on a contacté un avocat qui a pu nous expliquer en réalité qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire, comment faire en sorte que le citoyen soit tenu finalement de régler ses charges de copropriété au risque de perdre son bien. Ce qui nous a permis, nous, par derrière, de mettre en place des mécanismes qui, justement, sont complètement prohibitifs si vous avez l'intention de ne pas payer vos charges. Mais ce qui est intéressant en fait dans cette démarche, et c'est en ça que je pense que la démarche d'architecte est intéressante, c'est qu'on arrive un petit peu à toucher à tout. En fait, la même dextérité qui nous amène à concevoir, à positionner un salon par rapport à une chambre, etc. C'est un petit peu la même quand on veut travailler par exemple sur un environnement urbain ou quand on veut avoir une influence sur la façon dont vivent les gens, d'aller chercher en fait les différentes ressources qui vont nous permettre de le faire et qui sont en général et de plus en plus ça va, qui sont des ressources qui ne sont pas directement liées à notre art, comme on a l'habitude de le pratiquer. Mais alors, si je vous comprends bien, finalement, la partie architecture, enfin de l'art de l'architecture est finalement la partie la plus facile pour vous, et que c'est toutes ces questions adjacentes que vous devez régler pour pouvoir justement mettre en œuvre vos propositions. Absolument. Oui et non, parce qu'effectivement, c'est celle qui pourrait sembler être la plus facile. Parce que c'est celle où, quelque part, on maîtrise les tenants et les aboutissants. Mais en même temps, c'est celle qui va se nourrir du fait qu'on ait réglé en fait toutes les autres problématiques. Sinon, au bout d'un moment, elle devient obsolète. Donc, c'est un petit peu cette espèce d'échange et d'aller-retour qu'on est quelque part, je pense, dans les pays africains, oui, quelque part, on a besoin d'être plus attentif à ces choses-là. Pour plusieurs raisons, déjà par rapport à la virginité du territoire, mais aussi par rapport à l'exclusion démographique, par rapport à la jeunesse de demain, par rapport aux problématiques nouvelles comme le numérique. Tout ça s'agrège en même temps et aujourd'hui, quelque part, on a besoin d'inventer une nouvelle façon, en fait, un nouveau contrat avec la ville, un nouveau contrat avec l'autre. Bah justement, vous citez le numérique. Comment est-ce qu'on intègre ces choses-là dans son travail ? Alors, on regarde déjà on court derrière ou on est en avance, ou comment est-ce que vous vous situez? Alors moi, je me sens plutôt en train de courir derrière. Je pense qu'il y a aussi une question de génération. Je dirais, à 54 ans, on n'a pas la même dextérité que quand je regarde, par exemple, les plus jeunes qui travaillent avec nous, qui sont plutôt 20-30, dans la vingtaine ou la trentaine. Ils ont une forme de relation avec le numérique qui est plutôt intuitive, qui est plus intuitive. Nous, on a besoin quelque part de porter une réflexion, une analyse avant de pouvoir imaginer où est-ce qu'on met les pieds. Et donc, du coup, leur apport est très important. Et d'ailleurs, dans la proposition qu'on a faite pour la Biennale, une bonne partie de l'apport est venue des plus jeunes. La façon, effectivement, de voir son mode de vie évoluer. Pour certains de nous dire acheter une voiture, c'est complètement inutile pour moi parce que je peux me déplacer en Yango. Et acheter une voiture, c'est quand même des réparations, une assurance, des frais.
Et sur du long terme, ça n'a peut-être pas de sens pour moi aujourd'hui. Donc c'est des choses effectivement qui nous poussent à réfléchir différemment, parce qu'on remarque aussi que pas mal de nos habitudes en fait ne sont que des habitudes, elles n'ont pas été questionnées depuis un certain temps, nos habitudes de travail par exemple. Bon, c'est vrai que pour les architectes, c'est plus agréable de travailler ensemble, mais il y a énormément de professions où on peut travailler de chez soi. Donc questionner nos habitudes de mobilité, questionner nos habitudes au quotidien, nos liens avec nos enfants, questionner l'éducation. Et donc, je trouve aujourd'hui ce qui est intéressant, c'est de pouvoir s'inviter en fait dans le questionnement de tout ça, de sorte à pouvoir recomposer quelque chose de complètement nouveau. Et puis, alors, peut-être pour terminer, alors moi j'apprécie énormément parce qu'il y a plein de positivisme derrière ce que vous dites et c'est vrai qu'à nouveau la doxa en vogue et de voir les villes africaines en termes de manque. Et là, avec vous, on se rend compte que, pour utiliser un terme à la mode, c'est plutôt des opportunités. Hein, j'aime beaucoup l'exemple de la maman qui laisse à la voisine son petit, quand on sait que dans d'autres situations, il faut inventer la crèche, il faut inventer tout un système, alors qu'il existait et qu'on a toujours fait comme ça, on laissait l'enfant et ça se passait très bien aussi. Donc ça, c'est pour moi une chose très belle de voir qu'on peut construire. Peut-être pour terminer, j'ai compris aussi que vous puisiez chez les plus jeunes, mais qui vous challenge en fait. Oui. Mais d'où viennent quelles sont les grandes sources d'inspiration? Comment vous puisiez, comment vous arrivez à être comme ça à chaque fois, de rester attentif, de rester vraiment sur le qui-vive pour comprendre les choses et pour pouvoir continuer, parce que c'est quand même, et vous ne le dites pas, mais je sais que c'est quand même un métier extrêmement compliqué. C'est quand même, là, on a la belle partie des choses quand on en discute, mais les projets ont l'air faciles, mais je sais qu'ils ne le sont pas. Oui. Et donc, comment est-ce qu'on maintient cette flamme et où est-ce qu'on puise toute cette inspiration? Alors pour moi, il y a déjà l'observation, le fait d'être constamment en alerte, surtout chez nous, où les choses évoluent très vite, où en 5 ans, on trouve une ville qui a complètement changé, complètement évolué. Et donc, rester en alerte par rapport à l'observation, c'est quelque chose d'important. Mais il y a aussi le fait d'expérimenter. Je pense qu'on a une pratique en tant qu'architecte où, depuis le début, on garde toujours jalousement une petite part d'expérimentation, alors qui a commencé avec des projets qu'on a fait sur Assigny où on testait la ventilation traversante, des matériaux, etc. Mais où aussi on testait une autre façon d'habiter, quelque part un décloisonnement, comment est-ce que les gens réagissent à ça. Alors quand c'est en milieu balnéaire, il n'y a pas de souci, mais comment est-ce qu'on fait revenir ça petit à petit dans des endroits plus formels. Et en fait, cette expérimentation est quand même quelque part très généreuse parce qu'elle nous dit beaucoup de choses, elle nous apprend beaucoup de choses. Et du coup, on est dans une espèce de cercle vicieux. Plus on en sait, plus on a envie de tester. Plus on a envie de tester, plus on va changer les échelles quand on teste. Plus on va tester peut-être, on va dire, des chapitres différents. Donc, par exemple, partir on va dire, d'un habitat de standing pour arriver aujourd'hui à faire de l'habitat ultra-économique au Bénin, ou alors intégrer, par exemple, des notions comme la location-accession, mais qui étaient en fait des notions qui existaient en Côte d'Ivoire il y a 30-40 ans. Et donc, c'est un petit peu se nourrir constamment de choses qui nous ont précédés, mais également de choses que l'on voit arriver justement avec la jeunesse, avec les plus jeunes. Issa Diabaté, merci beaucoup. On arrive à la fin de ce podcast. Merci Jérôme. J'étais ravi d'inaugurer avec vous ce premier épisode. Quel honneur. Merci beaucoup. Merci. Le podcast était proposé par l'African Cities Lab sur financement du secrétariat à l'économie suisse avec les PFL et 6 partenaires africains, l'Université de Cape Town en Afrique du Sud, l'Université
of Rwanda, au Rwanda, l'Université de Carthage en Tunisie, l'Université Mohamed VI Polytechnique au Maroc, KenUST au Ghana et Seme City au Bénin. Merci beaucoup et on vous retrouve rapidement dans le second épisode.